Ça paraissait un signalement banal. Je lui demandais toujours de prévenir quand elle sortait. C'était pas normal. Michael était le dernier à avoir vu Madame Sandoval. On a appris qu'il y avait un autre homme. Restait à découvrir son identité. C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre. On a visionné des dizaines d'heures d'extraits de vidéos de surveillance à la recherche d'un indice. Ce n'était pas un comportement normal. Mais pourquoi? Elle était quelque part. Sandoval County 911, what is the emergency? My nephews came home from school and their mom, which is my sister, didn't come home. What time was the last time that the kids talked to her? How long ago was that? Last night, about 10:30. And that's the last time they saw her? Yeah. But from what my nephews tell me, when they went to school this morning, they said she wasn't here, but her cars were here. And her cell phone's here, her purse is here. Are you guys wanting to report her as missing at this time? Yes. We talked to all her friends, anybody that she talks to on a daily basis, but nobody's seen her. It's just freaky. It's going to be Dawn Sandoval, 5'4", about 125, light brown hair. She has sleeve tattoos and a crown tattoo on her chest. Quelques minutes plus tard, des policiers de Rio Rancho se présentent au domicile de la personne disparue. Une certaine Dawn Sandoval, âgée de 46 ans. À première vue, c'était un signalement de disparition comme on en reçoit une dizaine chaque semaine. Mais cette fois, 2 garçons de 13 ans étaient restés seuls pendant 8 à 10 heures. C'était leur mère qui avait disparu, d'où leur inquiétude. Hello. How are you? I could be better. What's going on? So my sister's not here. Okay. This is not like her. Okay. She knows that her boys, because her and her ex-husband are going just finished finalizing their divorce, and so they have 50-50 custody. So she knows that today was her day. They went to bed last night around 10:30. She was here with the ex-husband. Last night? Yeah. They went to bed. When they got up to go to school this morning, neither one of them were here. Both her cars are here, her purse is here, her phone's here. Her phone was still connected by her bed. I had my nephew open it. She has so many missed alerts and stuff from today. And we've talked to everybody that she talks to, and nobody has seen her. He called. They knew something wasn't right. Il était évident que quelque chose clochait. C'est pourquoi on devait recueillir le plus d'informations possible et suivre un maximum de pistes afin de déterminer la direction dans laquelle orienter l'enquête. When was the last time you talked to her? Last time I talked to her is Thursday. How was her state then? How was she? She was okay. She had never made any threats of harming herself, or? She's a strong woman. She's been through this a few times. Okay. So I know definitely, she's a fighter. Ma mère était coriace. C'était la conséquence de son premier mariage avec mon père biologique. Elle avait dû se battre parce qu'avec lui, elle n'avait pas eu une vie facile. Moi, j'ai été confronté à la mort très jeune, quand mon père a été assassiné. Du coup, ma mère nous a élevés à la dure. Mais elle aimait rendre les gens heureux. C'était une de ses grandes qualités. J'ai toujours dit qu'elle était un rayon de soleil. Où qu'elle aille, elle faisait en sorte qu'autour d'elle, les gens soient heureux. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait qu'on aille en fac. Elle voulait qu'on travaille, qu'on ait un métier et pas qu'on se la coule douce. Elle s'est occupée de nous. Elle était toujours là et quand il le fallait, elle savait hausser le ton pour nous pousser un peu.
Elle était ferme, mais elle nous aimait comme personne. Elle faisait toujours attention à nous. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie aussi longtemps sans nous prévenir. Dès leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs passent la maison au peigne fin. Des policiers ont fouillé la maison à l'affût du moindre signe de désordre inhabituel. On a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, mais les membres de la famille ont remarqué plusieurs détails qui ne collaient pas. Par exemple, l'état du lit. D'après eux, c'était bizarre parce que Dawn bougeait énormément en dormant. Or, le lit n'était pas complètement défait, ce qui était très inhabituel. Les inspecteurs effectuent des prélèvements d'ADN sur la brosse à cheveux et la brosse à dents de Dawn. Ces prélèvements devaient servir, le cas échéant, à établir une comparaison avec l'ADN de Dawn, même si on espérait que ce ne serait pas nécessaire. This is Detective Brown. He's going to have a couple questions, okay? L'inspecteur Brown se renseigne également sur Michael Encinias, l'ex-mari de Dawn Sandoval, et sur le déroulement de la journée qui a précédé sa disparition. Dawn avait 2 fils adultes d'un premier mariage, Kevin et Ricky. Mais j'ai pu parler avec ses 2 plus jeunes fils, Dylan et Donovan, des jumeaux. C'était eux qui vivaient avec elle et la connaissaient le mieux. Plus important encore, les jumeaux étaient les derniers à avoir vu Michael et Dawn ensemble la veille au soir. Ils étaient donc en mesure de nous fournir des informations qui nous permettraient d'avancer. L'emploi du temps fourni par Dylan et Donovan pour la journée du dimanche était crucial pour nous. Ils étaient allés jouer au baseball. Michael était l'entraîneur de leur équipe. Ils avaient disputé 2 matchs pendant que Dawn était allée à l'église. Elle avait ses propres activités. Puis les jumeaux nous ont expliqué que quand ils s'étaient levés le lundi matin, vers 6h, 6h30, ni Michael ni Dawn n'étaient à la maison. Cela dit, ce n'était pas rare que leur mère parte travailler avant eux. Mais quand ils sont rentrés de l'école l'après-midi, Dawn n'était toujours pas de retour et ses 2 voitures étaient garées devant la maison. Là, ils ont compris qu'il y avait un problème. Michael is the dad? Yeah. L'inspecteur Brown apprend que la famille a été en contact avec Michael Encinias l'après-midi du lundi. Mike told my nephew that he didn't stay here last night because she felt uncomfortable him staying the night here and that he left. But my nephew's here, the twins, they said he was here when they went to bed at 10:30. And then I talked to him. I just talked to him a while ago. And I said, where's my sister? You're apparently the last person to have seen her. He's like, yeah, I was. I said, well, where is she? And he's like, I don't know. Just real firm about it. And I hung up on him. I said, I don't want to talk to you. Kevin avait appelé Michael avant que la famille ne contacte la police. Michael lui avait dit qu'il n'avait pas parlé à Dawn depuis qu'il était rentré chez lui et qu'il n'avait pas passé la nuit précédente chez elle. De leur côté, les jumeaux avaient vu leur mère et leur père monter dans la chambre de Dawn. Ils pensaient que Michael avait dormi là et que leurs parents s'étaient remis ensemble. Les 2 versions étaient radicalement différentes. C'est pourquoi on devait impérativement parler à Michael et entendre ce qu'il avait à nous dire. C'est alors que la sœur de Dawn Sandoval annonce aux inspecteurs que Dawn fréquentait un autre homme. She had been, like, seeing somebody. He's a sheriff or something in Espanola. L'homme s'appelle Harold Witt.
Alors même que Michael et Dawn semblaient en train de se rabibocher, Dawn sortait avec ce Harold. Du coup, c'était important qu'on lui parle à lui aussi. Quand avait-il été en contact avec elle pour la dernière fois? Que savait-il d'elle? Quelles étaient leurs relations? C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre, sachant que notre objectif prioritaire était de découvrir où était Dawn et de s'assurer qu'elle allait bien. Voilà un peu plus de 5 heures que la famille de Dawn Sandoval a signalé sa disparition à la police. Disparaître de cette façon, partir sans rien emporter, pas même son téléphone, ça ne lui ressemblait pas. Ma mère n'était pas du genre à partir seule. C'est pour ça que j'ai commencé à m'inquiéter. À chaque fois que je vivais quelque chose d'important sur le plan personnel, je passais chez ma mère parce qu'avec elle, je pouvais parler. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie comme ça. Désormais, les enquêteurs s'intéressent à 2 hommes. Harold Witt, le petit ami de Dawn, et Michael Encinias, son ex-mari. Dans une affaire de disparition inquiétante, dans un premier temps, la personne sur laquelle on concentre nos efforts est celle qui a vu la personne disparue vivante pour la dernière fois. Dans ce cas précis, Michael avait été le dernier à avoir vu Madame Sandoval. Les enquêteurs commencent par convoquer Michael Encinias. Appreciate you coming down. I know it's early, but so help me figure this out real quick, because you guys were married for 18 years? Yeah. Is your divorce finalized? Yeah, it was finalized February 23rd. Of this year? Yeah. So kind of help me understand y'all's relationship since. So yeah, we separated in December, and then I've been living apart, and got divorced February 23rd, and then since then I was in a relationship, and then like on Thursday of last week, Dawn and I started talking a lot more. I don't remember if I spent Thursday or not, but yeah, I was there Friday night, Saturday night. So we were working it out more. Like we were talking things out, working things out more, just trying to move forward, basically. It seemed like we were going to make it work again, like we were taking the steps to get back together. I saw that like I was losing my family, like I saw that I was losing what I wanted to fix, like that's why we were trying to make this work. Quand on a interrogé Michael sur la nature de ses relations avec Dawn, il nous a expliqué qu'ils essayaient de se rabibocher. Rien ne donnait à penser qu'ils n'avaient plus aucune envie de la voir. Au contraire, ils voulaient reprendre leur vie commune. Sunday, you get home from lunch and what happens? Sunday, we got home after lunch and we watched TV. We just hung out in the living room and watched TV for a while. Pour la majeure partie, l'emploi du temps de Michael correspondait à ce que les jumeaux Dylan et Donovan nous avaient dit. Ensuite, l'inspecteur Brown demande ce que Dawn Sandoval et son ex-mari avaient fait une fois les garçons couchés. At that point, I was still kind of like on the fence. I wasn't sure if I was supposed to go home and I didn't ask either. Like, I waited, and she said, "Well, let's go upstairs." I said, "Okay," and I jumped at the opportunity, and we went upstairs, and then from there, like I say, we talked for a little while, and then that's when I started getting upset. That's when I think it'd be like, I want you to go home tonight. I want you to go. I want to learn to trust you again. And that's part of me, part of earning your trust. So at this point, we're good. I'm still thinking we're good, like 100%. Like, so yeah, so I left. Il a affirmé qu'il était reparti et que Dawn et lui voulaient rediscuter le lendemain. Il nous a indiqué son trajet en détail. Une fois chez lui, il est allé se coucher et n'est pas ressorti avant le lendemain matin quand il est parti travailler.
So was she in your truck? She didn't go in my truck. She didn't want to. Has she ever been in it? Not without me knowing, no. Puis la conversation s'oriente sur le nouveau petit ami de Dawn, Harold Witt. This whole time she was going to take his stuff back. She told me that he had to give him back his stuff. I asked her, "Can you mail it to him?" She said, "Well, I don't want to mail it. The box is too heavy. It's a big jacket." So, in the back of my mind this whole time, that's like where I thought she was yesterday. When I didn't hear from her. Michael pensait que Dawn était avec Harold. C'était la seconde fois qu'on entendait parler de ce dernier. D'abord par la sœur de Dawn, puis par son ex-mari. Finalement, peut-être qu'ils étaient ensemble et qu'elle n'avait aucun moyen de prévenir. C'était une éventualité qu'on devait creuser. L'inspecteur contacte donc Harold Witt. Do you have a few minutes to talk? Yeah, I do. Yeah. So what have you been hearing, or what's been going on? I know it's been a little while. Harold était l'actuel petit ami de Madame Sandoval. Il était aussi dans la police. Mais quand on interroge un membre des forces de l'ordre, on doit le traiter comme un citoyen lambda, quelle que soit sa fonction. Well, unfortunately, the folks that I've met by phone is under the circumstances I've never met them before. Her son Kevin texted me Sunday, just asking if I knew her whereabouts. I told him I didn't. So he texted me later that night around 7 or 8, that she wasn't around, which I found strange. So I texted her asking, hey, are you okay? Your son's looking for you, give him a call. And so I kind of left it as that. The relationship between her and I is we kind of were dating, but not a serious type thing. I'm at that point in my life where that's not what I'm looking for. We hung out as friends and whatnot, but, I've always been upfront and honest about that. She understood with me, but describing Dawn as a person, to me, she seemed like she was pretty, set on starting her life over, independent, but she didn't appear sad. She laughed a lot. She was actually a real good person to be around. She was a great person to be around. I can't say nothing but positive about her. Rien dans les propos d'Harold Witt ne suggère une quelconque implication dans la disparition de Dawn Sandoval. Après lui avoir parlé, on s'est retrouvés dans une impasse. Genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ignorait ce qui était arrivé à Dawn, et on n'avait aucune piste. Ça devenait de plus en plus inquiétant. De fait, les proches de Dawn Sandoval se demandent s'ils la reverront. Je ne voulais pas faire peur à mes frères. Je ne voulais surtout pas leur mettre dans la tête l'idée qu'elle était peut-être morte. Surtout pas. Au lieu de ça, j'ai essayé de rester positif. Elle est quelque part. Elle est quelque part et on va la retrouver. À l'affût du moindre indice, les inspecteurs épluchent ses relevés téléphoniques. On s'est aperçu que Dawn sortait avec un autre homme, un certain Lucas. Il nous fallait donc découvrir son identité et déterminer s'il était impliqué. So I guess if you could just kind of start by telling us how you know Dawn, or what your relationship with her was, or... Dès qu'on a réussi à établir l'identité de Lucas, on l'a contacté et on lui a demandé s'il était disposé à venir nous parler au poste de police. Just kind of from the beginning. Okay. We met on Match.com. I'd say March
15th, 16th or 17th, we started texting back and forth, and then we started dating. March of this year, 2018? Yeah, just recently, like 4 weeks ago. Anything I can do to help you guys, because she was a wonderful person. She had a really big heart. Mais leur liaison est terminée. What happened was, I'm going through a divorce now, so we had met, and we were just talking, and I had just told, she started falling in love with me, and I was the same way, and I said, I can't do this. You know what I mean? I've been away from my 4 months now. I said, I can't do this. I'm not ready to be that committed to somebody else. I just hope you guys get some answers or something, because she's a really good person. Il n'y avait rien dans la déclaration de Lucas susceptible d'éveiller nos soupçons. Rien qui sorte de l'ordinaire, ou qui nous donne à penser qu'il nous avait menti. De toute évidence, il s'inquiétait pour elle. Il espérait qu'elle allait bien et qu'on la retrouverait. Au commissariat, Lucas évoque alors un incident avec la petite amie de Michael, quelques jours avant la disparition de Dawn. His girlfriend, Mike's girlfriend, is like 24, 25, 26, somewhere. She's kind of young. She had called the police, I guess, so that they could have her arrested because she has some warrants or some sort. And she had told me that she was concerned about the boys being with her because the boys had told her that she was driving stoned sometimes. And I told her, I said, you can't have your boys with somebody that's irresponsible like that. Quand Lucas nous a parlé de cette histoire, on s'est demandé si quelqu'un en avait voulu à Dawn d'avoir appelé la police. Après tout, l'ex-petite copine de Michael était en prison. C'était inquiétant, d'autant qu'on n'avait aucune piste sérieuse jusque-là. Les enquêteurs décident d'aller interroger la jeune femme, Melissa, afin d'en savoir davantage sur ses relations avec Dawn. Well, like, I talked to Mike, and Mike had told me, like, yeah, like, Dawn's missing, and this and that, and I was like, really? So what do you think about her? My gut feeling tells me that she's up to something. I feel like she has a plan. Like, God forbid anything has happened to her, but I just feel like, yeah, from the beginning, like, she's always told him, like, well, from what he told me from their past, like, yeah, she's, like, scandalous, and she does anything to win. Like, she always gets the last laugh in, and, like, she'll do anything. In my heart, I feel like she's just out there, like laughing. Without contacting anybody? Yeah. D'après le portrait dressé par l'ex-petite amie de Michael, la disparition de Dawn était entièrement préméditée. Elle faisait tout ça exprès pour faire payer le divorce à Michael. Ça semblait tiré par les cheveux, mais après tout, peut-être que Dawn se prélassait sur une plage quelque part. À ce moment de l'enquête, c'était une possibilité qu'on ne pouvait pas écarter. Je n'avais jamais cru qu'elle avait tout prévu. Je savais que c'était pas normal. Elle aurait dû rentrer. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'absente aussi longtemps sans prévenir personne. L'explication de Melissa laisse les enquêteurs sceptiques. Ils décident alors de s'intéresser de plus près à ses relations avec Michael. On s'aperçoit souvent que les gens ne sont pas toujours francs quand ils parlent à la police. De fait, on a découvert que Michael et son ex s'étaient parlé par téléphone, alors que la jeune femme était en prison. C'est comme ça qu'on a entendu Michael lui demander « Ne m'appelle pas sur mon téléphone perso, mais sur mon mobile pro. » Do you know the number? Can you call me back to the other phone? What other phone? Or is it hard? My work phone? I don't have the number. Je suis tombé des nues. On ignorait complètement cette information. Et Michael ne nous avait jamais parlé d'un téléphone professionnel. Ça a éveillé nos soupçons. Il était crucial qu'on obtienne ce mobile et les relevés des appels, afin qu'on puisse en extraire toutes les informations dont on avait besoin. L'inspecteur Brown va voir Michael sur son lieu de travail.
On a passé les 2 téléphones au crible. Sur le mobile pro, il n'y avait rien de pertinent, alors on a examiné son appareil perso. J'ai alors constaté que son GPS était paramétré de telle manière qu'à chaque fois que Michael se rendait à un endroit donné, son mobile lui envoyait systématiquement un message. J'ai vu que la nuit où Dawn avait disparu, le téléphone de Michael n'avait quitté le domicile de son ex-femme qu'à minuit 13, 2 minutes après l'envoi d'un texto « Je t'aime ». Michael a fait partir ce texto alors que sa voiture était encore dans l'allée, ce qui nous a rendus méfiants. Les inspecteurs s'interrogent. Pourquoi Michael a-t-il envoyé ce texto à Dawn alors qu'il était encore chez elle? On a commencé à se dire que ce n'était pas un comportement normal. Il fallait vérifier s'il ne cachait pas quelque chose. Et pour ça, on a quadrillé son quartier pour trouver les caméras de surveillance. Ça représentait des dizaines d'heures. Des extraits de vidéos de surveillance qu'on a visionnés image par image à la recherche d'un indice. On a fini par remarquer qu'une des caméras qui se trouvait dans le quartier de Michael avait filmé son 4x4 qui revenait de chez Dawn. Jusque-là, ça cadrait parfaitement avec ce qu'il nous avait déclaré. Puis les enquêteurs font une découverte surprenante. 8 minutes plus tard, on voit son 4x4 repasser devant la caméra, puis revenir finalement à 2h50. Autrement dit, Michael était ressorti de chez lui pendant à peu près 2h30. Ça contredisait les données extraites de son téléphone, qui indiquaient au contraire que l'appareil n'avait pas bougé de la maison. On savait donc que Michael s'était absenté sans emporter son téléphone. C'était un indice décisif. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi ces incohérences entre ce qu'il nous avait dit et ce qu'il avait fait? Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments qui leur permettent d'établir où Michael Encinia s'est rendu cette nuit-là. Les inspecteurs le convoquent alors pour un second interrogatoire. We found some stuff, but I mean, you know, like I wanted to come here so I can kind of explain what we've been doing and see if there's anything that we could iron out with you and stuff like that. I mean, it's been four days now, but there's some stuff that I wanted to talk to you about. Il a demandé « Vous avez du nouveau ?» Personnellement, j'attendais plutôt « Elle va bien ? Avez-vous des indices ? Savez-vous ce qui s'est passé ?» J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas nous aider. Pour moi, il cherchait à savoir où en était notre enquête. Like, I don't believe anymore that she left on her own. Like, yeah, like, I don't believe that anymore. Like, now, yeah, now I'm starting to kind of, like actually worried, like... Somebody did something bad to her? She's just out there right now, waiting to be found? Yeah, like, I still believe, yeah, like, I still believe, like... But then, yeah, like, Kevin, like, he worries me when he says, like, she ain't never done this before, and like I tell him, like you don't know your mom, you don't know what lifestyle she had, like after we got divorced, I don't know, Avec ma collègue, on a insisté sur notre détermination à retrouver Dawn et à découvrir ce qui s'était passé. Apparemment, ça a mis Michael très mal à l'aise. In your heart, do you feel like she's alive right now? Yes, I'd like to still think yes. But I know what you're saying, like, you don't want to give up all hope. Yeah, I don't want to say that, no. But yeah, like... Which side are you leaning? Like, if you had a scale, which way are you going?
Because we're She's a survivor. I'm like in the middle. Like she's a survivor. I'm in the middle. Sandoval County Police Fire and Rescue. Hi. Is there any way you could send me out, I guess, the end of Southern? The end of Southern? Yeah, like the very, very end, I guess it's called, like the backbone. Uh-huh. For what reason? There's like, it appears to me to be a possible body part. I don't know if it's an animal or a person, but it kind of looks like an arm. Ce genre d'appel est très fréquent. Le plus souvent, ce sont les restes d'un animal, un cadavre de coyote ou de chien. Malgré tout, à chaque fois qu'on se rend sur place, on garde toujours à l'esprit qu'il peut aussi s'agir de restes humains. Je suis arrivé sur les lieux où le témoin m'attendait. Il m'a montré l'endroit. C'était le long d'un talus, à environ 5 mètres de la crête. Plus je regardais ce qu'il avait vu, plus il me semblait que c'était bien un bras. Au bout d'un moment, j'ai fini par être sûr. Ça voulait dire que je devais prévenir les inspecteurs et appeler mon lieutenant pour confirmer ce qu'on avait trouvé. Inspecteur au bureau du shérif du comté de Sandoval, Frank Tomlinson arrive sur les lieux. Le policier qui avait répondu à l'appel m'a emmené jusqu'à l'endroit en question. J'ai pu établir que le membre qui sortait de la terre était bien un bras humain. L'inspecteur Tomlinson informe les enquêteurs de Rio Rancho que ces restes pourraient être ceux de la personne disparue, Dawn Sandoval. Mais entre-temps, la nuit est tombée. Les policiers vont devoir attendre pour déterrer les restes. Le lendemain matin, l'inspecteur Tomlinson dirige les opérations d'exhumation. On essayait de dégager la victime, mais la terre n'arrêtait pas de dégringoler le long de la pente depuis la crête. C'est ce qui nous a laissé supposer que le corps n'avait pas été enterré, mais plutôt jeté depuis le haut. Quand on a remonté le cadavre pour le transporter au bureau du légiste, on a découvert le trousseau de clés et une pochette qui avait été signalée à l'inspecteur Brown comme manquant. Par conséquent, on s'est douté qu'il s'agissait de Madame Sandoval. Grâce à ces éléments, on allait pouvoir établir ce qui était arrivé à Dawn. À présent, l'inspecteur Brown va devoir accomplir une mission que tout enquêteur redoute. Informer la famille de la découverte macabre. Just so you know, we're this recording. I'll call him if you want me to. Ça faisait 3 semaines qu'ils se demandaient où était leur fille, leur mère, leur sœur. Même si on a besoin de faire son deuil, c'est absolument terrible d'apprendre ce genre de nouvelles. Hey, Kevin. Yeah, what's going on? Good, man. Here, we're here with your grandma. Today, I don't come with very good news. There was a call last night
of a guy out in the west part of Rio Rancho. He came across something that he thought we might need to be aware of. Sandoval County deputies went out there last night and found what looked like, you know, there's no way to like sugarcoat it, but they said it looked like human remains. So they sealed everything off because it was so late, and we went out this morning, and we just got back from pretty much processing that whole area. And the preliminary findings, I can't say for sure, but unfortunately, the preliminary looks like it might be Dawn. On était tous parfaitement conscients de la situation. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas de nouvelles de ma mère. Et quand on en parlait, on savait qu'on ne la reverrait probablement pas. Quand on a appris la nouvelle, je n'ai eu aucune réaction. Je ne voulais pas passer pour un monstre, mais d'une certaine façon, j'étais content qu'elle ait été déterrée par des animaux. Parce que sans ça, on serait encore en train de la chercher. Ensuite, les enquêteurs se rendent au domicile du principal suspect, Michael, l'ex-mari de Dawn Sandoval. So, I need you to come with me for a little bit down to the station. We're going to take your DNA and your prints. Afin de comparer le résultat des analyses médico-légales aux indices qu'on avait retrouvés, il fallait effectuer des prélèvements standards des empreintes digitales et génétiques de Michael, puis les envoyer au laboratoire avec tous les éléments dont on disposait. On avait aussi une commission rogatoire pour la fouille de son 4x4 et de sa maison. On avait du pain sur la planche. Pendant la perquisition, Michael Encinias est conduit au commissariat pour un nouvel interrogatoire. On lui a appris ce qu'on avait découvert dans le désert, puis on l'a laissé mariner pendant un petit moment. No. I think it started to the point where I need to get a lawyer or talk to a lawyer before talking anymore to you. I think I've already been extremely helpful. Dès qu'il a réclamé un avocat, on a mis fin à l'interrogatoire. Mais il fallait encore effectuer les prélèvements. Il a accepté, puis on l'a laissé repartir. C'est terrible de voir un homme dont on est sûr qu'il est coupable franchir la porte du poste de police parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour le coincer. Finalement, les inspecteurs reçoivent le résultat de l'analyse ADN qu'ils attendaient impatiemment. Come here, put your hands, let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Walk this way. When I say let me see your hands, let me see your hands. Turn around. We finally got the... Le laboratoire a renvoyé les résultats de l'analyse des prélèvements effectués dans son 4x4. Il s'est avéré qu'il y avait bien des traces de l'ADN de Dawn sur la banquette arrière, entre autres du sang. C'était un indice déterminant, puisque Michael avait toujours affirmé que Dawn n'était jamais montée dans son véhicule. C'est grâce à cette preuve irréfutable qu'on a pu présenter un dossier solide au procureur. On suppose qu'à un moment donné de cette fameuse soirée, quelque chose a déclenché une dispute entre Dawn et Michael, et que celui-ci a fini par la tuer en l'étranglant ou en l'étouffant dans la chambre. Comme il ne pouvait pas abandonner le corps dans la maison avec les jumeaux, il a décidé de s'en débarrasser. Il a porté le corps hors de la maison, l'a posé à l'arrière de son 4x4, avant d'aller le balancer sur un plateau dans le désert.
Faire une chose pareille à quelqu'un à qui on a été marié pendant plus de 18 ans, et plus encore, faire ça à la mère de vos jumeaux de 13 ans, dans la maison où ils sont en train de dormir à quelques mètres, c'est... Je ne trouve pas les mots. Michael Encinas est mis en examen pour meurtre sans préméditation et dissimulation de preuves. 9 mois plus tard, il est déclaré coupable et condamné à 18 ans de prison. La famille de Dawn a obtenu justice dans la mesure où il y a eu un procès et où un jury a déclaré à Michael « Vous êtes coupable des faits qui vous sont reprochés et vous allez payer ». Certes, ça ne ramènera pas Dawn et ça n'a rien changé. Mais quand ses proches ont vu que cet homme qu'ils croyaient connaître avait pu faire ça à leur fille, leur sœur et leur mère, ils ont ouvert les yeux et ont pu faire leur deuil autant que ce soit possible. J'ai un collage de photos d'elle. Il y en a une en particulier où elle sourit, mais ses yeux disent autre chose. Je m'assieds et je la regarde encore et encore, jusqu'à ce que la tristesse et la souffrance disparaissent. C'est la jalousie qui l'a poussé à agir, à faire ce qu'il a fait, qui l'a poussé à la tuer. J'y ai beaucoup pensé et je suis convaincu qu'il l'a fait parce qu'elle était passée à autre chose. J'ai plein de photos de ma mère avec ma fille. Je dirais à ma fille combien ma mère l'aimait. Combien elle était heureuse d'être grand-mère. Si je pouvais, j'aimerais lui demander si elle était fière de moi. Du fait de ce qui s'est passé et de ce qu'on a traversé, je voudrais... Pardon. Excusez-moi. Ma mère était une fonceuse, tout le temps en train de faire des trucs, de sortir. La mère, à cette heure-là, ne fait pas de bruit, elle respire. Elle glisse, régulière, indifferente, comme si rien ne pouvait jamais y laisser une trace. Sur un paquet lance vers Curaçao, juste avant l'aube. C'est une paix artificielle qui règne. Des couloirs moquettes sous l'espace éteignant. Des portes qui se referment sans claquer, des lumières tamisées qui donnent à toute une douceur d'hôtel. Le luxe sur un navire. A une particularité troublante, il endort la méfiance. Il te persuade que la sécurité s'intègre aux parois, que le danger appartient à la terre ferme. Aux rues sombres et aux parkings vides passe un monde flottant rempli de vacanciers. Emmeline Bradley a 23 ans. Elle n'a pas l'air d'une silhouette destinée à devenir une affiche. Dans la mémoire des proches, elle reste une présence concrète, une voix, une façon de rire, une énergie de jeune adulte qui sait profiter sans jouer un personnage. Elle est là avec sa famille, une croisière, une parenthèse, un voyage qu'on choisit parce qu'il promet l'oubli des soucis. La simplicité, manger. Dormir, visitor. Dancer, recommencer. La mer comme écran de vele. La dernière nuit commence comme une nuit de croisière. Musique trop forte, chaleur douce. Veres qui s'entrechoquent, gens qui se frôlent sans se connaître. À bord, le hur a une texture étrange. On ne la ressent pas comme à la maison. On la repousse parce qu'on n'a rien à faire demain. Rien à prouver, aucune obligation autre que de profiter. Ami et son frère traînent dans les espaces où la fête se prolonge. Il y a des rires,
disregards the changes. These conversations qui se dissolvent avant de devenir importantes. Rien qui ressemble à un signe avant-coureur, rien qui crie danger. C'est précisément ce qui rend l'histoire insupportable. L'absence totale de drame au moment où le destin se met en place. Quand on raconte une disparition, les gens veulent toujours un point de rupture net. Un argument, une dispute, un message inquiétant, une menace. Ils veulent une scène qui justifie l'horreur, comme si l'horreur avait besoin d'une autorisation. Mais parfois, le monde ne donne rien de tout cas. Il se contente d'ouvrir une porte minuscule et de laisser quelqu'un s'évanouir. Dans la cabine familiale, plus tardy. Tout redevient intime, l'espace se réduit à des objets banals. Des vêtements posés à la va-vite, des chaussures, des sacs qu'on n'a pas rangés, la fatigue qui tombe d'un coup. Comme une couverture lourde, une cabine de paquebot a quelque chose de paradoxal. C'est à la fois un refuge et une cage élégante. On y est ensemble. Mais on peut aussi y être seul à quelques mètres des autres, séparé par une simple porte vitrée donnant sur un balcon. Si balcon, justement. Il ne paye pas de mine, quelques espace de large. Une rambarde, deux chaises longues. On le voit comme un luxe tranquille. Un endroit où regarder la mer et se sentir vivante. Mais dans l'histoire d'amis, elle devient un symbole fragile. Une frontière, selon ce qui a été reconstitué plus tard. Amy revient à la cabine aux alentours de 3h40. L'heure exacte. Freud, presque mécanique. N'a rien d'émotionnel. Elle ressemble à une ligne sur un rapport. Et pourtant, elle est importante parce qu'elle fixe les derniers moments où tout est encore normal. Amy est là, elle est rentrée. Elle se retrouve dans son lieu qui devrait être le plus saut du monde auprès des siens. Les minutes suivantes sont floues comme le sont souvent les fins de soirée. On ne sait jamais vraiment dans quel ordre se sont faits les petits gestes. Retire un bracelet. Poser des clés. S'asseoir. Parler à voix basse pour ne pas se réveiller. Ouvrir la porte vitrée pour sentir l'air salé. On sait seulement que la nuit ne se termine pas brutalement. Elle se dilue. Et puis vient l'instant qui, plus tardy, hantera tout le monde, le réveil du père d'Amy. Entre 5h15 et 5h30, il est dans cette état de demi-sommeil où l'on voit sans analyser. Où l'on enregistre sans juger, il jette une coupe d'eau vers le balcon. Et il voit sa fille. Elle est là, allongée sur une chaise longue, comme quelqu'un qui a simplement décidé de finir la nuit au contact de l'air. Il ne se lève pas d'un bond, il ne panique pas. Pourquoi le ferait-il, si qu'il voit est rassurante? Amy est là, elle est dort. Dans une famille, si ces signes sont des petites victoires silencieuses, la preuve que tout va bien, que les enfants sont rentrés. Que la fête n'a rien cassé, alors s'ils se rendortent. Si dit-elle est d'une cruauté absolue, parce qu'il est humain. Parce qu'il est logique. Parce que, dans un monde normal, voir quelqu'un endormi suffit à te rendre la paix. Personne ne se dit, je dois rester éveillé. Parce que cette image pourrait être la dernière. La vie ne s'évite pas comme cas. Et c'est précisément pour cela que certaines affaires transforment ceux qui les traversent et les volent à jamais la capacité de se rendormir en confiance. Quand le père se réveille à nouveau, autour de 6 heures, il se tourne instinctivement vers le balcon, comme on vérifie un détail tranquille. Et cette fois, quelque chose manque. La chaise longue est là, la mer est là. La lumière du matin commence à laver les formes. Mes amis n'est pas là. Au début, l'esprit refuse. Elle propose des explications simples. Elle est allée aux toilettes. Elle a été chercher un café. Elle est dans le couloir.
Elle est revenue se coucher ailleurs. Le cerveau fait ce qu'il peut pour rester dans le confort. Il te laisse quelques secondes de déni, comme une anesthésie. Puis l'absence s'installe, pas l'absence comme une idée abstraite, mais l'absence physique, un espace vide à l'endroit où un corps devrait être. Et cette absence, très vite, devient plus lourde que tout le reste, dans la cabine. En church, d'abord sans bruit, sans vouloir révéler tout le monde. On regarde les affaires. On inspecte la salle de bain, les coins, le balcon encore. On écoute. On tend l'oreille, rien. On appelle son prénom une première fois, Dousement. Comme si elle allait répondre en ralent, mais endormie. Puis une seconde fois, plus forte. À chaque appel sans réponse, la réalité gagne du terrain. La famille se met en mouvement. Si il mouvement a quelque chose de mécanique au départ, ouvrir la porte. Sortez, regardez à gauche. Regardez à droite. Les couloirs se ressemblent. C'est un labyrinthe confortable, conçu pour l'esthétique. Pas pour la clarté. On se dit que c'est possible qu'elle soit simplement partie marcher. Prendre l'air. On se dit mille choses. Parce qu'on ne peut pas dire la seule phrase qui fait basculer. Elle a disparu. Sur un bateau, tout est trompeux. Il y a des centaines, parfois des milliers de personnes. Mais tu peux être sûr à chaque instant, noyé dans la masse. Les espaces sont immenses, mais ils donnent l'illusion d'être maîtrises. Cameras, badges. Sécurité. On imagine une surveillance constante? En réalité, la routine engloutit tout. Une croisière est un théâtre qui fonctionne parce qu'il n'interrompt jamais la représentation. La famille, elle, veut interrompre le monde. Elle commence à prévenir. Elle contacte la sécurité du navire. Elle insiste. Elle explique. Encore et encore, comme si expliquer pouvait créer un miracle. Amy était là, elle dormait sur le balcon. Et maintenant elle n'est plus là. Et dans cette répétition, il y a déjà quelque chose qui s'est brisé. Tu sens quoi pour les autres? Tu racontes un incident. Pour toi, tu racontes la fin de ta vie telle que tu la connaissais. Le navire approche Curaçao. C'est un détail géographique. Mais c'est passé comme une menace tant que le bateau est en pleine mer. L'histoire reste enfermée dans ce monde de flottants. On se dit qu'on peut contrôler les accès. Fouillez-les, questionner. Fermer des portes, mais l'approche de la Terre ouvre une perspective vertigineuse. Si Amy n'est pas à bord, alors elle peut être n'importe où. Et si elle est à bord, chaque minute qui passe augmente le risque qu'elle ne le soit plus. Il y a une tension particulière à ce moment. C'est là où l'on comprend que le temps n'est plus une abstraction. Il devient une substance, il te colle aux doigts. Il te chape, il travaille contre toi. Les recherches commencent réellement, les emplois circulent. On demande, on observe. On tente de reconstituer dans ce genre d'affaires. Chacun apporte un fragment de vérité possible. Je crois l'avoir vue. Je pense l'avoir croisée. Elle était avec quelqu'un. Elle était seule, et ces fragments sont dangereux. Parce qu'ils sont souvent sincères et pourtant parfois faux. La mémoire est une matière fragile. Surtout dans un environnement de fête, de lumière, d'alcool, de musique. Les visages se ressemblent, les vêtements se confondent. La nuit avale les détails, si qui est certain. En revanche, c'est ce que l'absence impose à ceux qui la vivent. Une manière de scruter les autres d'un coup. Chaque inconnu est suspect. Chaque sourire devient une façade. Chaque porte fermée est une possibilité. Et
Dans un lieu où tu étais venu te détendre, tu de retrouver ça compte les secondes comme si tu étais en guerre. On dira plus tard quoi mi aurait la extérieur et le sentir de ses affaires, et qu'elle n'aurait importe que des choses minuscules. Comme des cigarettes, c'est un briquet, si dit-elle à la forme d'un indice. Mais il fonctionne surtout comme une blessure, parce qu'il rend toute fuite volontaire difficile à imaginer. Il ne ressemble pas au départ d'une personne décidée à disparaître. Il ressemble à un geste automatique. Presque enfantin, saute juste une minute. Sans imaginer que cette minute peut devenir la dernière, et c'est là que le décor de la croisière se retourne. Tout ce qui était suppose protéger les sports, les badges. L'organisation devient un écran opaque. On réalise soudain que ce monde est trop grand pour être surveillé. Trop vivant pour être contrôlé. Trop habitué à la routine pour sentir immédiatement la catastrophe. Il y a aussi une chose que peu de gens comprennent tant qu'ils ne l'ont pas vécu. La solitude spécifique d'une famille en crise au milieu d'un lieu de plaisir. Les passagers continuent leur matinée. Certains dorment encore. D'autres se lèvent, cherchant le petit déjeuner. Parlant de l'escale, de la plage. Des photos qu'ils vont prendre, ils ne sont pas cruels. Ils ne savent pas, et même quand ils savent. Beaucoup se protègent en se disant que ne les concerne pas, que c'est un incident. La normalité, sur un bateau, est une marée qui recouvre tout, dans la tête des proches. Pourtant, deux scénarios commencent à se former. Et ils se battent l'un contre l'autre comme deux bêtes dans une cage. Le premier est brutalement simple. Amy est tombée à la mer en accident. Un pas de trop, une perte d'équilibre. Ou quelque chose de plus volontaire, la mer. Dans cette hypothèse, est une réponse définitive. Presque obscène, parce qu'elle explique tout sans rien raconter. Le second scénario est plus terrifiant, précisément parce qu'il raconte. Elle suppose une intention, un acte, une rencontre, un mouvement. Il suppose qu'Amy est sortie du cadre, volontairement ou non. Et que quelqu'un l'a vu comme une opportunité. Il suppose qu'elle n'a pas disparu dans l'eau mais dans les mains d'un autre. Cette seconde hypothèse naît souvent dans les familles comme une réaction instinctive. Le refus de croire au hasard. Le refus de croire à la fatalité. Mais elle peut aussi naître d'un détail. D'une sensation. De quelque chose qui ne colle pas. Une disparition sur un balcon. En pleine nuit. Sans bruit. Sans alerte. Avec la terre proche. Tout cela rend le scénario de l'accident trop propre. Trop confortable. Presque trop facile. Hit. Pendant qu'on cherchait, pendant qu'on parlait. Pendant que la cabine devient un lieu de panique, le navire continue. Il continue à avancer parce qu'un navire est une machine faite pour avancer. Il n'a pas été conçu pour s'arrêter au milieu d'une tragédie humaine. Cette continuité est insupportable à regarder. L'idée qu'un monde puisse poursuivre sa route alors que ta vie vient de se briser. Le matin s'étire, la lumière devient plus franche. Les gains apparaissent sur les ponts, les bruits augmentent. Portes, chaises, RIRE, annonces. Et chaque son ordinaire est une gifle, parce qu'il te rappelle que tu es seul dans ta catastrophe. La famille insiste, elle veut des réponses. Des actions immédiates, des verifications. Elle veut qu'on fouille les chaque-recoins, qu'on bloque les sorties. Qu'on fasse ce qu'il faut avant l'arrivée à terre, dans un tel moment. Tu découvres quelque chose de terrible. L'urgence que tu ressens n'est pas forcément l'urgence du système. Le système a ses procedures, le système a ses priorities. Et parfois, le système est régi trop tard pour l'âme humaine. Les témoignages commencent à circuler au du moins, les souvenirs. Une silhouette, un groupe. Une musique,
une présence sur un point à une heure incertaine. Si ne sont pas des certitudes, si sont des fils. Mais quand tu n'as rien d'autre, tu t'accroches à chaque fil au point de t'entailler les mains. Tout ce qui fait le charme d'un paquebot devient soudain une menace. Les ascenseurs, trop de gains, les escaliers. Trop de sorties, les ponts extérieurs. Trop de coins où l'on peut être invisible malgré la foule, les zones réservées au personnel. Trop de portes que les passagers ne franchissent pas, les couloirs techniques. Trop de labyrinthes, et ces balcons si rectangles de luxe deviennent le centre d'un cauchemar. On le revoit, on le reconstruit. On y replace mentalement le corps endormi d'amis, on imagine la chaleur de la rambarde. L'air humide, le bruit discret de l'eau. On imagine surtout ces moments incompréhensibles où elle n'est plus là, comme en quelqu'un disparaît d'un balcon sans révéler la cabine. Comment une présence devient elle une vidéo en moins d'une heure. Le cerveau cherchait un geste. Un bruit, une scène. Une quelque chose, mais parfois, il n'y a pas de scène. Il y a seulement une succession de secondes. Et cette idée est la plus intolérable qu'une vie puisse basculer sans spectacle. Sans annonce, sans drame visible. Quand Curaçao se rapproche, la mer n'est plus seulement un décor. Elle devient une frontière qui se referme derrière. Si Ami a chute. L'océan l'a déjà englouti. Si Ami a quitté le navire. Elle peut déjà être sur la terre, dans un taxi, dans une rue, dans une foule. La présence de la terre crée une urgence nouvelle, un vertige. Parce que la disparition n'est plus enfermée dans un lieu, elle s'ouvre comme une plaie dans le monde. La famille, elle, n'a plus le luxe de penser. Elle agite. Elle répète. Elle demande. Elle supplie. Elle s'épuise. Et, dans cet épuisement, une phrase commence à s'inscrire au fond de tout. On l'a vu il y a une heure. Cette phrase est un poison. Elle donne l'espoir et elle torture. Parce qu'une heure, c'est rien. Une heure, c'est une image où tout devrait être rattrapable. Et pourtant, une heure peut suffire à rendre quelqu'un introuvable. C'est là que l'histoire d'Amy Bradley prend sa forme définitive, celle d'une disparition qui se produit au cours d'un endroit. En théorie, tout est contrôle. Un lieu qui vend la sécurité comme une promesse implicite, un monde flottant sans être protégé du réel. Et malgré cela, une jeune femme disparaît au petit matin. Comme si la mère avait simplement décidé de l'effacer, les derniers instants de cette matinée gardant une qualité irréelle. Les ponts s'éclairent, les passagers se préparent à descendre. Les annonces s'enchaînent, et au milieu, une famille restée suspendue dans un silence intérieur, une sorte de hurlement que personne n'entend vraiment. Les Bradley ne sont plus des touristes. Ils deviennent des survivants d'un événement qui n'a même pas encore trouvé son nom. Il ne reste qu'une image, simple et monstrueuse. Une chaise longue sur un balcon, et l'endroit exact où quelqu'un dormait. Si vide n'est pas un simple vide, il est une porte ouverte sur toutes les hypothèses. Toutes les terreurs, toutes les obsessions futures. Parce qu'à partir du moment où Ami n'est plus là, le monde ne propose plus de solutions évidentes. Il propose seulement des possibilités, et certaines possibilités sont plus insupportables que la mort. La mer continue de respirer, le navire continue d'avancer. Et c'est dans la tête de ceux qui aiment Ami. Une certitude s'effondre pour toujours. On peut disparaître même au milieu de tout. Même au milieu du confort, même au milieu des lumières. Il suffit d'un instant ordinaire, d'un regard rassurant. D'un père qui se rendort en croyant que voir sa fille suffit à la protéger. Puis, à 6 heures du matin, il ouvre les yeux. Et le monde sans un bruit.
a déjà changé au milieu de la panique? Il y a toujours un détail qui s'accroche à la gorge comme une arête pour Les Bradley. Si dit-elle n'est ni une rumeur ni une théorie, c'est une image si simple qu'elle en devient insupportable. Le balcon, la chaise longue. Et cette place exacte où Amy dormait quelques minutes place tot. On peut fouiller un navire entier. Interroger des dizaines de personnes, relire des procédures. Mais on revient toujours à ce rectangle d'air sail, parce que la réelle commence à se déchirer. Alors la famille fait ce que font toutes les familles quand le monde refuse de répondre. Elle remonte le fil à rebos. Pas comme une enquête froide, mais comme un réflexe vital. Qui était Amy? La veille. L'avant-veille, au moment où personne ne la cherchait encore. Quelle était sa façon d'être, son humeur? Ses habitudes, on s'accroche à ces choses là parce qu'elles donnent une forme à l'absence. Sans elles, la disparition devient un trou noir qui avale tout. Amy n'était pas une énigme, justement. Elle n'avait pas ce genre de vie secrète romanesque qu'on plaque parfois sur les disparus pour rendre l'histoire cohérente. Elle était jeune, solide et vivante. Elle avait sa personnalité bien à elle, une énergie franche, une liberté parfois un peu brute, le genre de présence qu'on ne confond pas facilement. Ce qui frappait, dans ces témoignages des proches, c'est cette idée de normalité. Une normalité vraie, pas une normalité mise en scène. Et c'est précisément ce qui transforme la disparition en blessure inguérissable. Quand quelqu'un d'ordinaire s'évapore, le monde entier devient suspect. La croisière, au départ, devait être simple, une parenthèse familiale. Presque un cadeau. On monte sur un navire comme on entre dans un rêve confortable. On demeure, on t'amuse. On t'emmène d'un point à un autre sans que tu ailles à porter quoi que soit. Pour une famille, c'est aussi un espace étrange. On est ensemble. Mais dans un cadre où chacun peut disparaître de l'autre pendant des heures, happé par les activités. Les ponts, les bars, les spectacles, cette liberté-là est douce, jusqu'au moment où elle devient une faille. Les jours précédents se sont déroulés comme des jours de vacances, des repas, des discussions, des photos. Des moments anodins, rien ne signale la tragédie. Pourtant, quand on reconstitue un drame, on découvre toujours que le banal contient des grains invisibles. Une rencontre, une impression, une conversation qui paraît innocente sur le moment de qui, ensuite, change de couleur. Sur un paquebot, les rencontres se font facilement. Trop facilement, la promiscuité crée une fausse intimité. On se voit plusieurs fois, on se reconnaît. On échange quelques phrases et très vite on a l'impression de se connaître. C'est une illusion puissante, parce qu'elle désarme. On baisse la garde plus vite qu'en ville. On accepte la proximité parce qu'on croit être dans une boule. La vérité, c'est que cette boule est faite d'inconnus. La nuit de la disparition s'inscrit dans ce décor. Il y a la musique. Les zones de fête, ces endroits où le temps devient pâteux. Amy est son frère traînant, profitant. Vivant, on boit, on rit, on danse, on s'assoit, on se relève. L'atmosphère a cette intensité douce des fins de voyage. On veut prolonger l'instant parce qu'on sait que la parenthèse se referme bientôt. À un moment, Amy est vue avec des gens de l'animation musicale. Des membres du groupe qui jouaient ce soir-là, ce genre de détails semble anodin sur le moment. Sur un bateau, discute avec des musiciens. Échange des sourires, c'est banal. Mais quand une personne disparaît, tout ce qui l'a entouré devient impossible.
Un sourire devient une porte. Une conversation devient un couloir. Une présence devient un risque. C'est ainsi que la nuit se reconstruit. Non pas comme une histoire claire, mais comme un puzzle dont on aurait perdu les coins. On sait qu'Amy revient à la cabine vers 3H40. On sait que son père la voit encore sur le balcon vers 5H15, 5H30. Entre ces deux moments, l'espace est petit. Mais le temps est immense, c'est là que l'esprit s'acharne. Comme quelque chose d'aussi énorme qu'une disparition peut-il se glisser dans une fenêtre aussi étroite? La réponse la plus brutale, c'est le qui surgit dans les têtes avant même d'être prononcé. C'est la mer. La mer comme solution simple, la mer comme gouffre. Mais sous un paquebot. Tombe n'est pas une disparition propre. Il y a des bruits, il y a des chances que quelqu'un voit. Il y a des zones où l'on peut être repéré, et puis il y a cet élément presque intime. Amy avait 17 ans. Une appréhension des auteurs, ce n'est pas une preuve. Mais c'est une résistance naturelle à l'idée qu'elle se soit volontairement approchée du vide au point de basculer. Alors l'autre hypothèse. Place l'interformulaire mais place corrosive. Commence à se frayer un chemin. Si Amy n'est pas tombée, si Amy n'est pas partie d'elle-même. Alors quelqu'un a pu la déplacer. Et ces mots déplacer à quelque chose de horrible parce qu'il transforme une personne en objet. Un être vivant en chose qu'on transporte. La famille cherche encore. Et le bateau, lui, s'approche de Curaçao. Cette approche donne au drame une tension particulière. Comme une corde qu'on serre parce que l'escale signifie sortie. Flux, frontières qui s'ouvrent. Il y a un moment, dans les disparitions, où l'urgence change de nature. Au début, on espérait qu'il s'agit d'un malentendu. La personne va revenir. Elle s'est trompée de pont. Elle s'est endormie ailleurs. Puis, quand le temps passait, l'urgence devient physique. Il faut empêcher que le monde s'agrandisse. La sécurité du navire est alertée. Des recherches sont menées. Des employés sont mobilisés. Mais dans l'esprit de la famille, tout cela se déroule avec une lenteur intolérable parce que quand tu es dans la peur. Tu ne mesures pas les temps comme les autres. Une minute te brûle. Une minute devient une trahison. Et plus le système suit ses procedures. Plus tu as l'impression qu'il te vole ta chance. Autour d'eux. La normalité continue. C'est une forme de violence. On entend des rires au loin. On voit des passagers en tenue de plage. On croise des couples qui parlent d'excursion. Personne ne fait exprès d'être cruel. Mais la joie des autres devient une provocation. On a l'impression d'être enfermé derrière une vitre. Ta vie est en train de se déchirer et le monde continue à se lisser. Les Bradley commencent à interroger, à demander si quelqu'un a vu Amy au petit matin. C'est là que les témoignages se mettent à tomber, comme des gouttes d'eau dans un océan perse. Certains disent la voix vue sur un pont. Cut! D'autres parlent d'une silhouette, d'une femme qui ressemblait. Quelqu'un évoque un ascenseur et une conversation. Des détails qui ne sont jamais assez solides pour être une preuve, mais qui sont trop précis pour être ignorés. Et la mémoire, dans si escasse-là, est un piège. Elle fabrique des certitudes qui ne tiennent qu'à une sensation. Il y a aussi la mécanique propre aux lieux fermés, les rumeurs circulant vite. Une croisière, c'est une ville sans ruse, où tout le monde traverse les mêmes couloirs et une disparition devient un bruit. Puis une histoire racontée à voix basse, puis un frisson collectif. Mais ce frisson est souvent égoïste, il nourrit la peur des autres. Pas la vérité de ceux qui cherchent pendant si temps. La cabine d'amis se transforme. Elle n'est plus un refuge. Elle devient une symphonie. Les objets restent là.
silencieux. Chaque chose abandonnée devient un message involontaire. Un vêtement, un sac. Des affaires de toilette. Les proches regardent ces objets comme on regarde des preuves. Et ce qui les torture, c'est l'absence d'intention. Une personne qui part réellement laisse des traces de départ. Là! Tout semble interrompu, comme si Amy avait été coupé du monde en plein geste. Le moment où le navire arrive à Curaçao est l'un des plus cruels, parce qu'il ressemble à une frontière morale. Si Amy est toujours à bord, l'arrivée à Quai offre un nouveau chaos. Plus de monde, plus de mouvements, plus d'occasions de disparaître dans les flux, si Amy n'est plus à bord. Alors cette arrivée signifie qu'elle a déjà franchi une limite volontairement ou non et que la terre devient un théâtre infiniment plus vaste que le navire. La famille comprend soudain que la mer n'est pas la seule, chose à craindre. La terre est aussi peut avaler, elle avale autrement. Elle avale dans les rues, dans les voitures, dans les foules, dans les endroits où l'on n'a pas de caméras. Pas de listes, pas de procédures. Dans l'affaire Amy Bradley, l'un des éléments qui interrompent longtemps les discussions, c'est l'idée que, si il y a là, toutes ces joies en heures, des heures minuscules, presque ridicules, et pourtant capables de changer un destin. Si quelqu'un a voulu faire disparaître Amy, le moment de l'escale est une opportunité parfaite. Si Amy a été entraînée hors du navire, la terre offre une confusion idéale. Et s'il n'y a eu aucun crime, si qui n'est qu'un accident, alors l'escale devient l'instant où l'on commence à réaliser qu'on ne pourra jamais remonter la mer comme on remonte une rue. La famille, elle ne peut pas se permettre d'être raisonnable. Elle se bat contre l'effacement. Elle vote des contrôles, des vérifications, des annonces, des fouilles. Elle se heurte à des limites pas forcément à de la mauvaise volonté, mais à l'inertie d'un système touristique. Et c'est une autre transformation. À partir de ce moment, les Bradley découvrent que leur rôle change. Ils ne sont plus des passagers, ils deviennent des opposants au confort. Des corps étrangers dans la machine du plaisir plus tardive. Des récits parleront de signalements, des personnes persuadées d'avoir vu Amy après le jour de sa disparition. Ces récits, qu'on croit ou qu'on doute, ont tous un point commun, ils empêchent la fermeture. Ils empêchent la famille de faire son devoir propre, parce que chaque signalement est une étincelle. Et quand tu vis avec une disparition, tu apprends vite que l'espoir peut être plus destructeur que la certitude. L'espoir te maintient en vie, mais il t'empêche de reposer. Il te condamne à être en alerte pour toujours. C'est ce qui se passe dans la tête d'un père, d'une mère, d'un frère. Et si état n'a rien de linéaire. Il y a de la colère, puis du déni, puis de la peur, puis un retour de la colère. Et au milieu, une culpabilité qui s'infiltre comme l'humidité dans les murs. Pourquoi je me suis rendormi? Pourquoi je n'ai pas verrouillé? Pourquoi je n'ai pas insisté plus tôt? On refait le film avec des si. Et chaque si est un couteau, parce qu'il propose une réalité alternative où Amy est encore là. Sur le navire, la journée avance. Comme si la disparition était un problème à résoudre, pas une personne à sauver. Et cette différence de perception fracture tout. Pour la famille, Amy n'est pas un dossier, c'est une respiration. Une voix, une présence. Pour l'organisation, il y a un protocole. Une chronologie, une gestion. Et dans ce frottement entre l'amour et la procédure, quelque chose de profondément sombre apparaît. La vie d'une personne peut devenir, en quelques heures, un événement logistique, Curaçao. Des horses continuent d'exister sans user. Les rues, les taxis, les touristes,
et cette réalité extérieure rend tout encore plus insoutenable. Parce que quelque part, peut-être, Amy marche, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle appelle, ou peut-être qu'elle ne peut pas. Et l'imagination s'y met à tourner, à fabriquer des images que personne ne veut voir. C'est là que la disparition devient transformante, au sens le plus cruel. Elle change ton cerveau. Elle t'apprend à envisager des scénarios que tu ne pensais même pas possibles. Elle te vole la paix, le soir approche. Et la famille est épuisée, mais l'épuisement ne donne pas le droit de s'arrêter. Les Bradley continue de questionner, à reconstruire. À chercher un point fixe, ils reviennent sans cesse aux dernières heures. La musique, les ponts, les rencontres, l'heure de retour à la cabine. L'image du balcon, la fenêtre de temps qui paraît trop petite pour contenir un tel désastre. Et plus ils y pensent, plus ils sentent une chose. Si quelqu'un a fait quelque chose, il a profité d'un instant où tout le monde faisait confiance au décor. C'est une leçon terrible et elle dépasse le cas d'amis. Le danger le plus efficace n'est pas celui qui frappe dans un lieu menaçant, c'est celui qui frappe là où tout est sans protégé. Parce que dans un lieu menaçant, tu regardes autour de toi. Sur un paquebot de vacances, tu regardes ailleurs. La nuit tombe sur le navire et la mer recommence à engloutir les contours. Les lumières se reflètent sur l'eau comme des promesses mensongères, les passagers reprenant le rythme normal. Diner, spectacle. Bar est au milieu de cette normalité. Il y a une famille qui ne cède place opposer son regard parce que tout ce qu'elle voit est un décor qui ment. Mais la mer ment parce qu'elle peut être magnifique tout en cachant l'horreur. Quelque part dans cette nuit, une pensée devient inévitable. Et elle glace plus que toutes les autres, si Amy a quitté le navire vivante. Alors il existe un moment précis où elle traverse une porte, où elle appose les pieds sur la terre. Où elle a été vue par d'autres yeux que ceux de sa famille, un moment où elle était encore sauvable. Et si ce moment existe, alors quelqu'un quelque part détient une piste de vérité, peut-être minuscule, peut-être monstrueuse. Mais son piste, et c'est ainsi que l'affaire cesse d'être une simple disparition, pour devenir une chasse à l'ombre. Une chasse où chaque souvenir d'un passager, chaque détail d'une nuit de musique, chaque mouvement vers l'escale peut être soit le chemin qui menait à Amy, soit le chemin qui menait à un mensonge parfait. À la fin de cette 12e journée, la question n'est plus où est Amy, comme on le demande au début avec l'espoir naïf d'une réponse rapide. La question devient plus sombre, plus précise, plus dangereuse. À quel moment exact Amy a-t-elle cessé d'être une passagère ordinaire pour devenir une opportunité pour quelqu'un d'autre? Le premier mensonge d'une disparition, c'est de te faire croire qu'il reste encore 2 tomes. À l'instant où le nom d'Amy commence à circuler dans la bouche d'un agent de sécurité, d'un employé de cabine, d'un responsable qu'on réveille trop tôt, la journée ne ressemble déjà plus à une journée. Elle devient une course contre une chose invisible, le mouvement. Le navire avance, la mer défile. Le port se rapproche, et si simple fait transforme chaque décision en pari. Par qu'un paquebot, ce n'est pas une maison qu'on verrouille. C'est une ville qui glisse dans les couloirs. Tout a l'air calme, c'est ce qui rend la peur si violente. Elle se cogne à des mots polis, à des sourires professionnels, à des nous salons vérifiés, à des gestes mesurés. La panique d'une famille, elle, ne sait pas rester mesurée. Elle s'y met de bord. Elle hurte chaque seconde comme si la seconde était une personne qu'on peut secouer. Le père d'Amy demande qu'on bloque, qu'on contrôle, qu'on fouille. Il ne demande pas une procédure. Il demande un arrêt.
Il demande qu'on arrête le monde exactement là où il s'est ouvert, la sécurité s'active. Oui, des employés se mettent à parcourir des zones. Des radios gressilantes, mais la famille ne peut s'empêcher de sentir ces décalages. Leur fille est évanouie à quelques mètres d'eux, et pourtant il faut expliquer. Remplir, attendre. Il faut répéter les mêmes récits, encore et encore. Comme si le horreur avait besoin d'être validé par la répétition. Ami était sur le balcon? Emines place là, et place ils répétent. Place leur propre voix leur semble étrangère, comme si parler de leur filet opaque commençait déjà à l'effacer. Le navire arrive à Curaçao avec cette précision froide des itinéraires touristiques. Il ne sait rien de l'amour. Il ne sait rien de la peur. Il obéit à son programme. Et quand un programme continue alors qu'une personne disparaît, elle impose une question insupportable. Qu'est-ce qui compte réellement? Dans un endroit concours populaire, il y a un moment où les Bradley comprennent que l'escale n'est pas seulement une étape. C'est une déchirure, parce que l'escale signifie portes ouvertes. Passerelles, volets. La porte, ce n'est pas une simple ligne sur une carte. C'est une valeur à possibilité. Des passagers vont descendre. Des disperseurs, revenir. Des employés vont monter, descendre. Transporter these choses est ainsi flux. Une personne peut se perdre sans même être perdue. Elle peut être avalée par le mouvement. Alors ils insistent encore. Ils demandent des contrôles systématiques. Ils veulent qu'on retarde les débarquements. Ils veulent qu'on annonce la disparition à tout le monde. Ils veulent que chaque visage devienne un radar. Et ils découvrent un autre aspect cruel des grandes machines. Elles ont horreur du désordre. Elles préfèrent guérir un drame comme un incident. Parce que le drame, lui, salit, il met les gens mal à l'aise. Il menace l'image. Justement, dans les heures qui suivent. La famille cherche désespérément quelque chose à accrocher à la réalité. Une caméra, un enregistrement, un passage attesté. N'importe quoi qui prouve qu'il existe quelque part après cette chaise longue. Mais un paquebot n'est pas un film de surveillance parfait. Il y a des angles morts, des zones non couvertes. Des moments où les images ne disent rien, où elles ne montrent qu'un couloir qui se vide et se remplit comme une respiration. La recherche devient physique, on fouille des ponts. On demande aux employés d'inspecter des endroits que les passagers ne voient jamais, des couloirs de service, des recoins techniques, des escaliers qui ne mènent qu'à d'autres escaliers. Le bateau, qui paraît être luxueux, révèle son autre visage, celui d'un labyrinthe industriel. Et ce labyrinthe de fait sentir une vérité brutale. Il existe mille façons de se cacher dans un endroit où personne n'a envie d'imaginer qu'on se cache. On interroge le personnel, on interroge des passagers. Et dans les réponses, il y a toujours cette fatigue des souvenirs incertains. Je crois, peut-être, une femme qui ressemblait, une disparition transforme les ressemblances en prison. Une silhouette devient une piste. Un t-shirt, une coiffure, un rire entendu de loin devenant un espoir. Et l'espoir, ainsi est. N'est place doux, il est corrosif. Il te force à courir derrière des fantômes, d'ainsi brouillade. Un élément revient comme une écharde. Cette idée quoi a été vue en compagnie d'un membre du groupe musical ou d'un employé du navire. Quelque part dans la nuit ou au petit matin, cela pourrait n'être qu'une conversation banale. Cela pourrait aussi être le début d'autre chose, le problème. C'est que tout est possible, et que l'esprit humain. Quand il n'a pas de preuves, se met à battre des ponts avec des fils. Le père d'amis ne peut pas se contenter de possible. Il veut tout certain. Il veut savoir qui est avec elle, quand
Et pourquoi? Mais on lui répond parfois avec cette politesse qui fait mal. C'est le qui ressemble à une barrière. On va vérifier. On va parler. On va noter. Et pendant qu'on note. Le temps continue d'exister. Curaçao. Maintenant est là. La terre ferme. Elle devrait être un soulagement. Elle ne l'est pas. Elle représente un changement d'échelle. Si Ami est descendu volontairement, ou non l'île peut l'avoir avalé, est une île. Min petite, estimens quand tu cherches une personne qui ne répond pas. La famille vote agir sur l'île, elle vote courir. Poser des questions, affiche un visage. Alerte, mais la réalité administrative s'impose. Il faut coordonner, prévenir. Faire intervenir les autorités locales. Le drame se déplace d'un pont de bateau à un bureau. Et place il se déplace, place il se refroidit. Les mots deviennent des formulaires, les émotions deviennent des déclarations. C'est une autre transformation. Tu réalises que ta douleur doit être traduite dans la langue d'un système qui ne ressent rien. Ce moment-là est souvent celui où les proches commencent à se juger eux-mêmes. Ils se demandent s'ils ont assez insisté. Assez cri, assez frappé sur les tables. Ils se reprochent de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir compris. La culpabilité n'a pas besoin de logique, elle n'a besoin que d'une absence. Sur l'île, les premiers yeux sont pleins d'une énergie étrange. Presque électrique. Quand une disparition est stressante, tout semble encore possible. On se dit qu'elle peut être dans un taxi. Qu'elle peut avoir fait une rencontre, qu'elle peut être désorientée. Qu'elle peut être en train d'attendre quelque part. On se dit que si l'on bouge assez vite, on rattrapera la vie au moment où elle n'a pas encore basculé. Et puis il y a cette réalité. Personne ne sait quoi chercher. Parce que l'on ne sait pas de quel scénario on parle, cherche-t-on une jeune femme blessée? Une jeune femme en fuite? Une jeune femme retenue? Une jeune femme déjà loin? Chaque hypothèse implique une stratégie différente. Et l'incertitude fait perdre du temps exactement là où le temps est une ressource vitale. La mer? Pendant ces temps, est toujours là. Et elle impose sa propre hypothèse comme une ombre au-dessus de tout. La chute. L'idée que quelqu'un puisse tomber à la mer n'est pas une idée romantique. C'est une idée brutale. Elle signifie que le monde peut se terminer sans témoin. Et si l'on accepte cette hypothèse, alors le horreur se déplace au lieu de courir sur l'île. Il faut penser à l'IO, à la distance, à l'impossible. C'est là que la question du retard devient une plaie. Parce que si Ami est tombé, alors chaque minute écoulée avant le lancement d'une recherche maritime est une minute où l'océan a gagné. Et si Ami n'est pas tombé, alors chaque minute écoulée avant un verrouillage strict de sorties est une minute où quelqu'un a pu profiter de l'escale. Dans les deux cas, la lenteur devient insupportable. Le père d'Ami se retrouve à regarder des gens, des inconnus. Comme on regarde des portes fermées, il voit des passagers rire, descendre, acheter des souvenirs. Il voit des employés transporter des marchandises et il se demande: Qui parmi eux? C'est quoi? Parmi eux, à vous. Qui parmi eux a compris quelque chose et c'est tout? Une disparition crée une paranoïa douloureuse parce qu'elle est rationnelle. L'ignorance n'est pas rassurante, elle est dangereuse. Dans les jours qui suivent, la mécanique se met en place. Des photos circulent. On décrit Amy. Sa taille SES traits. Est-ce vraiment possible? On demande aux gens de se souvenir. On demande à la mémoire de devenir une caméra, mais la mémoire n'est pas une caméra. La mémoire ment, même quand elle veut aider. Elle reconstruit.
Elle complète. Elle confond. Et c'est là que surgit l'un des éléments les plus terrifiants de l'affaire. La possibilité de la bonne personne vouée au mauvais moment. Un témoin peut avoir vu ami. Et se tromper. Un autre peut l'avoir vu réellement. Et ne pas comprendre l'importance de ce qu'il voyait. Une disparition repose parfois sur ce paradoxe cruel. La vérité peut passer devant des dizaines de gants, sans être reconnue comme vérité. Les Bradley. Devenant des gens qui observent la vie comme un danger, ils apprennent à lire les visages, à scruter les réactions, à interpréter les hesitations. Chaque réponse flow devient suspecte. Chaque sourire trop assure devient suspect. Et cette transformation ne se défait jamais complètement. Parce qu'une fois que tu as compris qu'une personne peut être effacée en silence, tu ne regardes plus le monde de la même manière. Dans la reconstruction de la nuit, un autre détail prend du poète. La fenêtre temporelle a mis à sur le balcon vers 5h30. Puis elle n'est plus là à 6h, si n'est pas une nuit entière. Si n'est pas une longue disparition progressive, c'est une fraction de matinée. Et cette brièveté rend certains scénarios plus difficiles, d'autres plus inquiétants. Une chute peut être instantanée, un enlèvement. Dans un lieu clos, semble plus risqué, et pourtant. C'est justement dans les lieux clos que les opportunités peuvent être les plus efficaces, parce que personne ne s'attend à si qu'elles existent. Imagine si que c'est la fête, emotion element. D'être la famille. Tu veux croire au scénario le moins monstrueux? Parce que le scénario le moins monstrueux te laisse un peu de dignité, mais tu ne peux pas t'empêcher de sentir que le monde n'a pas été digne. Tu ne peux pas t'empêcher de subconnaître qu'il y a eu un regard de trop, une main de trop, une porte ouverte au mauvais moment. L'esprit oscille. Et chaque oscillation est une torture, et puis viennent les petites phrases qui, dans ce genre de histoire, fonctionnant comme des coups de marteau, des phrases prononcées par des gens qui ne comprennent pas qu'ils frappent. Elle a dû tomber. Kay arrive. Peut-être qu'elle a fait une bêtise. Le mot arrive est insupportable, comme si une personne pouvait arriver à disparaître. Comme si une vie pouvait être réduite à une statistique. La famille refuse. Elle refuse parce que refuser est une forme d'amour. Refuser. C'est maintenir ami en tant que personne, pas en tant qu'événement. Alors elle s'accroche aux éléments qui contredisent la solution facile. Elle insiste sur ce qui connaissait aimer. Sur sa pure, sur ses habitudes. Sur l'absence d'intention de départ. Elle insiste sur ce que l'on ne comprend pas. Pourquoi partir sans rien? Pourquoi ne pas laisser un mot? Pourquoi ne pas appeler sur un navire? Tout le monde finit toujours par recroiser quelqu'un, à moins que quelqu'un ne veuille justement éviter d'être recroisé. Avec le temps, le récit de la croisière commence à se fissurer. Si qui était une parenthèse familiale devient une scène hantée, la musique de la veille, qui devait être un souvenir de vacances, devient un brut mental. Une bande son maudite, les lumières, les couloirs, les ponts, tout se charge d'un sens nouveau, comme si l'architecture elle-même avait été complice en offrant des angles morts. C'est dans cette atmosphère que surgissent des éléments plus tardifs, plus difficiles à saisir, mais suffisamment troublants pour empêcher la fermeture. Des gens affirment avoir cru voir un mis à l'heure. Après, pas forcément si jour-là. Pas forcément sur le bateau, ailleurs. Dans un lieu touristique, dans un endroit où l'on se dit qu'elle ne devrait pas être. Et ces affirmations raisent ou fausses ont tout le même effet. Elles rouvrent la plaie. Parce qu'elles suggèrent une possibilité bien plus terrifiante que la mer, la survie. La survie dans une disparition. Est la plus grande source de violence psychologique, la mort.
Aussi horrible soit-elle, finit par avoir une forme définitive. La survie, elle, n'a pas de fin. La survie transforme chaque année en question. Elle transforme chaque visage croise dans une foule en menace. Elle te fait vivre dans un état d'alerte où l'espoir devient une obsession. Au fil des heures, les Bradley commencent à comprendre qu'ils ne cherchent pas seulement amis. Ils cherchent une trace de logique dans un monde qui n'en a pas. Ils cherchent un point fixé. Et plus ils cherchent, plus ils réalisent que le drame n'a pas seulement fait disparaître une personne. Il a aussi fait disparaître leur confiance dans le cadre, dans l'idée même qu'il existe des endroits sources. Si renversement est l'un des plus percutants. Avant. Un paquebot est un symbole. Vacancies. Control. Service. Sécurité. Après. Il devient autre chose. Un lieu où l'on peut être isolé au milieu de tous. Un lieu où la foule protège parfois les mauvaises intentions. Un lieu où la routine peut écraser l'urgence. Ce n'est pas une condamnation du bateau en soi, c'est un réveil brutal. La sécurité n'est pas une ambiance, c'est un effort. Et l'effort peut arriver trop tard, dans la tête de la famille. Une scène se répète en boucle, elle change chaque répétition. Parce que l'imagination est un couteau, parfois. Amy se révèle, se lève pour aller chercher des cigarettes. Traverse un couloir, revient. Parfois, elle s'appuie à la rambarde. Regarde l'eau, s'y sent mal. Bascule, parfois. Elle entend une voix derrière elle, s'y retourne. Soude quelqu'un un instant, et c'est là que tout commence. L'imagination ne choisit pas le scénario le plus probable, elle choisit le scénario le plus douloureux. Parce que la douleur est une forme de contrôle. Si tu peux souffrir exactement, alors peut-être que tu peux agir exactement, mais on ne peut pas. Et c'est dans cette impuissance que l'histoire bascule réellement. Le moment où la disparition quitte le domaine d'où on va la retrouver dans une heure pour entrer dans le domaine d'où il va falloir apprendre à vivre avec une question. Si le moment ne s'annonce pas, il ne sonne pas. Il s'installe. Il est fait de regards qui s'évitent. Des phrases plus courtes. De fatigue dans les voix. D'une nuit qui tombe et qui, au lieu de ramener le repos, ramène une pire nouvelle. La pire que. Quelque part, a mi passé une nuit qu'elle n'a pas choisie. A sea state. Les autorités et l'organisation doivent avancer une orientation. Elles ont besoin d'une hypothèse de travail. Elles s'accrochent souvent à celle qui correspond au cadre le plus simple. L'accident. La mer. La fatalité. C'est compréhensible d'un point de vue administratif. Ensuite des probabilités, ensuite des précédents. Ensuite ce qui permet d'actionner des procédures, mais pour la famille. Cette hypothèse sonne comme une tentative de clôture, comme si l'on cherchait à refermer l'histoire avant même de l'avoir comprise. Et c'est là que surgit l'élément qui va, dans l'esprit de Bradley, contredire la fermeture, l'idée persistante qui a été vue avec quelqu'un. Qu'elle n'était pas seule, qu'il y a eu une interaction qui n'a pas été assez prise au sérieux au moment où elle pouvait l'être. Qu'il existe une différence entre personnes n'a rien vu et personne n'a compris ce qu'il voyait. Cette nuance est une bombe. Parce qu'elle impliquait qu'un drame peut se dérouler à découverte, dans un lieu plein de gains. Et pourtant reste invisible. Elle implique qu'une disparition n'a pas forcément besoin d'une ruelle sombre. Elle peut se produire dans un couloir éclair si tout le monde regarde ailleurs. La nuit retombe sur l'affaire avec cette sensation de vertige. Place en church. Place le monde s'élargit, le navire n'est plus un lieu. Elle devient un souvenir. L'île n'est plus un escalier. Elle devient un terrain, et la mer. Elle devient une présence muette qui plane au-dessus de chaque hypothèse. Dans cette troisième étape,
Les Bradley ne sont plus seulement dans l'urgence. Ils entrent dans autre chose, la lutte contre une version officielle qui commence à se dessiner. Et la lutte contre eux-mêmes, contre leur propre fatigue. Contre la tentation de céder à l'idée la plus facile parce qu'elle ferait moins mal à l'imaginaire, mais l'imaginaire. Désormais, est déjà blessé. Et tandis que l'affaire s'enfonce dans les procédures, une pensée s'impose. Claquante, presque obscène par sa simplicité. Si ami est vivante, alors quelqu'un part, faussement est assez près d'elle pour savoir. Assez près pour l'aider ou assez près pour la cacher. Et dans les deux cas, cette proximité signifie une vérité humaine. Pas une fatalité maritime, c'est cette possibilité-là qui empêche le récit de se refermer. Elle s'infiltre dans chaque minute, dans chaque silence. Dans chaque on n'a rien trouve, et elle prépare le choc suivant. Le moment où une conclusion officielle va tenter de s'installer, alors même qu'un détail, un souvenir. On y incohérence, continue de dire l'inverse. À force d'être répétée, une phrase finit par ressembler à un mot. Sur les dossiers officiels, sur les lèvres des responsables. Dans le ton presque neutre de ceux qui doivent guérir l'inimaginable, la même idée commence à s'imposer comme si elle avait toujours été là. Sur un bateau, quand quelqu'un disparaît. C'est la mer comme réponse automatique. La mer comme explication universelle, la mer comme fin. Et dans l'affaire Emmeline Bradley, cette certitude, la ne s'annonce pas comme une hypothèse. Elle s'installe comme une évidence, parce qu'elle est pratique. Parce qu'elle donne un cadre, parce qu'elle ferme la porte sur ce que personne ne veut regarder. Le plus cruel, c'est la manière dont cette certitude s'est construite. Elle ne vient pas d'un geste clair, d'une preuve irréfutable, d'un témoin qui aurait tout vu. Elle vient du silence lui-même. Elle vient du fait qu'on n'a rien trouvé, pas de traces, pas de cri entendu, pas de mouvement au registre de façon indiscutable, pas d'objet abandonné qui dirait « Voilà exactement ce qui s'est passé ». Alors le vide se remplit avec l'explication la plus simple. Le vide devient une logique. Pour la famille, ce basculement est une deuxième disparition. La première, c'est Amy. La seconde, c'est la possibilité de la retrouver vivante. Que l'on commence à traiter comme un fantasme et ce qui transforme un fantasme en torture. C'est quand il porte le visage de ta fille dans les heures et les jours qui suivent. Tout prend une couleur administrative. Les mots changeantes. La terreur n'est plus une émotion, c'est une déclaration. La panique n'est plus une urgence, c'est une chronologie. La douleur devient un dossier. La famille se retrouve face à des interlocuteurs qui parlent comme on parle d'une situation à résoudre. Pas d'une personne à sauver, si n'est pas forcément de la froideur volontaire. C'est le langage de la machine, et ce langage-là n'a pas été inventé pour contenir l'amour. Ils leur demandent de se rappeler précisément l'heure, la dernière image, les vêtements, les habitudes, comme si la précision pouvait remonter le temps. Comme si le fait d'être exact pouvait ramener quelqu'un, et plus la famille s'efforce d'être précise. Plus elle sent le piège, si elle se trompe d'une minute. Dans dit-elle, on dira plus tard que son récit est fragile. On oublie que l'être humain, au moment où elle comprend qu'il perd quelqu'un, n'est pas son chronomètre, il est une tempête. On fouille, on vérifie. On fait ce que l'on peut faire quand on essaie pas quoi faire, mais l'absence reste intacte. Il n'y a pas de coupable designer, pas de porte forcée. Pas de preuve évidente, il y a seulement un balcon. Une chaise longue, et l'endroit exact où un corps dormait. Et dans l'ombre de cette scène, une question qui refuse de se taire.
comment peut-on disparaître sans laisser une seule empreinte claire? La réponse mère a une force particulière parce qu'elle donne l'impression d'être objective. Elle n'accuse personne, elle n'écrit pas de scandale. Elle ne demande pas d'imaginer des intentions monstrueuses. Elle se contente de dire accident, fatalité. Fin pour un système. C'est presque reposant pour une famille. C'est un poison parce que cette explication-là exige une chose impossible. Accepte l'idée que l'univers arrive à la mise en raison, sans témoin, sans justice, à ce stade. Une autre transformation se produit. Les Bradley découvrent qu'ils doivent se battre sur deux fronts. Le premier est évident, retrouver Amy. Le second est plus sournois, préserver l'histoire d'amis de l'érosion. Empêcher que son nom devienne une note de bas de page, en fait diverses classes. Malheureusement, elle a dû tomber. Ils comprennent que, si ils n'insistent pas, si ils ne répètent pas, si ils ne refusent pas, le monde ira naturellement vers la conclusion la plus facile. Et la conclusion la plus facile, c'est souvent la plus confortable pour ceux qui ne souffrent pas. Le navire. Lui, a continue. Il a accueilli sa croisière comme une grande bête indifférente, portant d'autres gens vers d'autres escales. La famille, elle, n'a pas d'escale. Elle reste coincée dans l'instant où tout bascule. C'est une des violences propres aux disparitions pour le monde. L'événement est un moment. Pour les proches, c'est un état permanent. Il se heurtent à la mécanique des hypothèses. À l'extérieur, beaucoup se disent sur un bateau, il n'y a pas 50 options. On imagine un accident, on imagine une chute. Et ces raisonnements à l'air logique jusqu'au moment où l'on le vide de l'intérieur parce que la logique, elle ne tient pas compte de la personnalité, des peurs, des habitudes, des détails. La logique ignore les normes. Que quelqu'un ait vu vivant sur un balcon, puis s'est volatilisé. Pour les Bradley, l'idée que mi soit tombé ne fait pas les incohérences. Elle les intensifie. Où sont les signes? Où est le bruit? Où sont les témoins? Où est le moment où quelqu'un a entendu? Vu? Comprise? Bien sûr. L'océan peut tout avaler, bien sûr. Un navire est grand, mais ce n'est pas la preuve. C'est une possibilité. Et vivre avec une possibilité, c'est vivre avec une absence de fin. Alors la famille commence à s'accrocher à ce qui reste. À ces fils fragiles qui n'éprouvent rien mais qui empêchent de fermer le dossier dans leur tête, les témoignages incertains, les souvenirs flous, les impressions. Ce sont des morceaux d'un monde qui refuse de se laisser saisir, et chaque morceau a un double tranchant. Il peut être une piste ou une illusion, en parallèle. La pression sociale s'installe, passe toujours avec mécanicité, mais avec cette violence involontaire que les gens ont quand ils veulent aider à conclure. On leur dit qu'il faut accepter, qu'il faut faire leur devoir, qu'il faut tourner la page. On leur parlait comme si l'acceptation était une décision rationnelle, comme si l'on pouvait choisir de ne plus aimer assez fort pour chercher. Et ce genre de phrases, pour une famille, n'est pas seulement maladroit, c'est une façon de les isoler encore plus. On leur demande d'abandonner alors qu'ils n'ont même pas su la preuve que l'histoire est terminée. C'est là que l'affaire commence à s'installer dans une forme étrange, un combat contre la normalisation. Parce que la normalisation est l'ennemi silencieux des disparitions. Elle transforme l'extraordinaire en statistiquement probable. Elle transforme une personne en un cas typique. Et quand cela arrive, tu sens que la vie de quelqu'un de glisse entre les doigts une deuxième fois. Les Bradley ne voulaient pas seulement retrouver Amy,
ils veulent empêcher que sa disparition devienne normale. Pour cela, ils vont devoir apprendre à parler comme les institutions tout en gardant l'amour intact. Ils vont devoir apprendre les procédures, les délais, les circuits. Ils vont devoir comprendre ce que veut dire juridiction quand leur douleur, elle, n'a pas de frontières. Ils vont devoir rencontrer des gens qui parlent de leur fille à la troisième personne. Ils vont devoir supporter si un moment où un autre être humain te regarde avec compassion et te dit par son ton que dans sa tête la conclusion est déjà écrite. Et au milieu de tout cas, il y a une certitude intime. Presque animal, il reste quelque chose qui ne colle pas. Si ne colle pas n'est pas un argument juridique, c'est une sensation persistante. Une sensation construite par des détails minuscules, et mi-partie sans l'essentiel. Ami vu si peu de temps avant l'absent, la proximité d'une escalier. La foule, les angles morts. L'impression que le système touristique avance trop vite vers une explication qui l'arrange. Cette sensation-là ne s'éprouve pas, mais elle ne s'efface pas non plus. Et quand une sensation persiste pendant des années, elle devient un moteur, plus le temps passe. Plus la version officielle cherche à se durcir, pas nécessairement par malveillance, mais par inertie. Un dossier a besoin d'une catégorie. Il faut cocher une case. Accident. Disparition en mer, pas d'élément criminel. Le monde aime les cases parce que les cases donnent l'impression qu'il existe un ordre. Et l'ordre, c'est ce qui rassure les gens qui regardent de loin. Mais du côté proche, l'histoire ne peut pas entrer dans une case. Parce que si ami est tombé, l'absence de preuve claire est une torture. Et si ami n'est pas tombé, alors l'insistance à la classer en mer ressemblait à une tentative d'étouffer une autre possibilité. À partir de là, chaque détail devient une bataille. Les mots eux-mêmes deviennent des armes. Dire chute ou dire disparition ne racontent pas la même histoire. Dire accident ou dire peut-être autre chose change la façon dont les gens cherchent. La famille le comprend instinctivement. Si l'on nomme la chose trop vite, on arrête de regarder ailleurs. Et dans cette affaire, ailleurs est un androïde qui fait pire. Ailleurs, c'est la possibilité qui a été revue. Approcher, manipuler. Ailleurs, c'est l'idée qu'un lieu de vacances puisse contenir une prédation. Et cette idée-là, beaucoup préfèrent ne pas l'imaginer. Parce qu'elle contamine tout. Elle contamine l'industrie du voyage. Elle contamine le confort. Elle contamine la croyance que certains androïdes sont protégés du pire. Alors la certitude officielle a aussi une fonction symbolique. Elle protège le récit du monde. Elle maintient l'idée qu'il y a des lieux où l'on ne disparaît pas autrement qu'en tombant. Pour les Bradley. Accepter cette certitude. Si serait accepter un monde où l'on peut perdre quelqu'un à quelques mètres de soi sans qu'aucune responsabilité ne soit jamais engagée. Si serait accepter que l'absence soit un accident de décor, et ils n'y arrivent pas. Si instead, la douleur se transforme en discipline. Ils continuent. Ils apprennent à exister dans l'attente. Ils apprennent à parler à des gens qui s'habituent à lire histoire. Ils apprennent à revivre la scène du balcon sans que leur cœur explose. Ils apprennent à regarder des photos d'amis sans que la photo devienne une tombe. Estrangement. Si combat change la nature même de leur identité, ils ne sont plus seulement une famille. Ils deviennent des gardiens de mémoire. Ils deviennent ceux qui rappellent, ceux qui insistent, ceux qui refusent. Et s'ils refusent? Au fil du temps, n'est-ce pas seulement un refus de la version officielle, c'est un refus d'abandonner la possibilité que quelqu'un, quelque part, sache. C'est là que l'histoire prend une teinte plus sombre, plus adulte, plus transformante, parce qu'en résistant à une conclusion facile,
Tout oblige à imaginer ce que tout ne veut pas s'imaginer. Tout oblige à regarder le monde comme un endroit où les gens peuvent mentir calmement. Où les opportunités peuvent naître dans la routine. Où les mal peuvent se glisser dans les endroits les plus lumineux. Et si regarde-là, une fois acquise, ne disparaît plus, offre à mesure que les jours passent. L'attention des autres retombe. Les médias se déplacent vers d'autres histoires. Les passagers racontant leur croisière, pour beaucoup. Cet épisode devient un frisson, une anecdote étrange. Tout cesse sur ma croisière. Une file a disparu, une phrase prononcée à table. Un soir, avec des gens qui manquent. Si contraste est l'une des pires, parce que pendant que les autres transforment la tragédie en récit, peux-tu rester coincé dans la réalité, la certitude officielle. Elle continue d'être répétée. Elle finit même par devenir un filtre quand une nouvelle information apparaît. Quand quelqu'un prétend avoir vu quelque chose, le système allait à travers ces filtres. Probablement en confusion, probablement une autre personne. Probablement, le mot probablement est un autre mot, il ne dit pas non. Mais il empêche d'ouvrir, c'est ainsi que le doute. Paradoxalement, si meurtre fonctionne comme une forme de foi, la famille n'a pas de preuves, mais elle a une conviction intime. On a conclu trop vite, on a choisi la mère parce qu'elle clôt. On a choisi la mère parce qu'elle ne fait pas de bruit et Dieu. Ils refusent le silence, dans leur esprit. Une petite scène revient. Encore et encore. Comme une pièce qu'on rejouait jusqu'à s'épuiser, a mis sur le balcon. Le père qui la voit, le père qui se rendort. Cette scène, au fond. Ne les hantez pas seulement parce qu'elle est tragique. Elle les hante parce qu'elle contient une faille temporelle. Une faille où tout peut entrer. Une faille de quelques dizaines de minutes. Assez courte pour être imaginable. Assez longue pour que l'impossible se cache. Et c'est cette faille qui rend la certitude officielle si insupportable. Elle prétend combler la faille avec une seule réponse. Or la faille, elle, reste ouverte dans la réalité psychologique. La faille ne se referme pas parce que personne ne peut dire. Voilà le moment exact. Voilà le geste. Voilà la preuve, sans preuve. On ne ferme pas une disparition. On l'arrange. Étranger une disparition, c'est quelque chose que les proches ne peuvent pas faire. Pas tant qu'il reste une possibilité. Pas tant que quelqu'un peut. Un jour, tomber sur un détail oublié. Sur un souvenir. Sur un morceau de vérité qui, d'un coup, renverse tout. C'est pour cela que la partie la plus dangereuse de l'histoire commence maintenant. Quand le monde décide que ça se termine, alors que la famille, elle, n'a même pas eu le droit de commencer à comprendre. Quand la certitude officielle se met à peser sur chaque conversation, sur chaque demande, sur chaque piste, comme une échappée de béton, et sous ce béton, quelque chose continue de bouger. En détail. Une phrase entendue, une présence aperçue. Une incohérence qui ne disparaît pas malgré les années. Quelque chose qui refuse d'être en terre. Dans l'affaire Amy Bradley, la certitude officielle cherche à faire de l'océan une tombe parfaite. Une tombe sans corps, mais une tombe sans corps n'est pas une fin. C'est une question posée au monde, et tant que cette question reste ouverte, tant que l'absence continue de ressembler à une porte plutôt qu'à une mort, la famille reste debout. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle n'a pas le choix. La mère, elle, continue de respirer, de quelque part. Dans cette étincelle qui semble si paisible, une autre idée commence à se former. Beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus vivante que la certitude officielle.
Si l'on a conclu trop vite, alors il existe une autre histoire. Une histoire cachée dans les angles morts. Une histoire qui n'a pas été écrite parce que personne n'a voulu l'écrire. Une histoire où Amy n'a pas seulement disparu, mais a été emportée hors du cadre. Loin de la chaise longue, loin du balcon. Loin de ce monde où l'on croyait que voir quelqu'un endormi suffisait à la protéger, la chose la plus terrifiante. Quand une histoire refuse de se fermer, ce n'est pas le vide. C'est le bruit qui commence à sortir du vide, au début. On croit toujours que l'absence va se calmer. On croit qu'après les premières heures de panique, après les premières fuites, après les premières réponses administratives, quelque chose va se stabiliser. Le cerveau réclame une forme. Même douloureuse, il préfère une vérité tranchante à une question infinie. Mais dans l'affaire Emmeline Bradley, la question ne se contente pas de rester ouverte. Elle se met à produire des échos, et chaque écho ressemble à une main qui te tire en arrière au moment où tu essayes de te relever. Parce que voici ce qui se passe quand une disparition est classée probable chute encore. La famille n'est pas seulement en désaccord. Elle est coincée dans une réalité où la logique officielle n'a pas de preuves, et tout l'espoir n'a pas de repos. Alors chaque rumeur devient une piste, chaque coïncidence une possibilité. Chaque souvenir un tribunal, la vie quotidienne se transforme en antenne. Ce n'est pas un choix, c'est une mutation. Les Bradley commencent à entendre des choses, des quoi l'avoir vu. Des elles ressemblaient beaucoup, des je n'ai pas osé en parler. Au début, que paraît presque grotesque. Comment pourrait-on voir Amy, alors qu'elle a disparu au milieu de la mer? Puis tu te rappelles que la mer n'est qu'une hypothèse, et tu comprends que le monde vient de t'offrir une autre hypothèse. Bien plus insupportable, Amy n'est pas morte. Amy n'est pas tombée, Amy est peut-être quelque part. Et cette idée-là ne te rend pas heureux. Elle était détruite autrement. Parce que si elle est quelque part, cela veut dire qu'elle a vécu des minutes. Des heures, des jours après le balcon. Cela veut dire qu'elle traverse un espace où quelqu'un l'a vue. Cela veut dire qu'elle respire sans que toi tu le saches. Cela veut dire surtout que la disparition n'est plus un accident, mais une trajectoire. Une trajectoire dont le début est invisible et dont la fin n'existe pas. La famille se met alors à reconstruire non seulement la nuit, mais le comportement des gens autour d'Amy. Et c'est là que l'histoire devient plus sombre, parce qu'on cesse de regarder le monde comme un décor. Et on commence à regarder le monde comme un ensemble d'intentions possibles sur un bateau. Des milliers de petites intentions se croisant, ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent flirter, ceux qui veulent vendre, ceux qui veulent profiter. Dans cette foule, une intention mauvaise peut se camoufler dans la normalité. La normalité est le meilleur déguisement, un détail. Déjà fragile, revient avec une insistance malsaine. L'idée qu'Amy a été vue avec un membre du groupe musical ou quelqu'un de l'animation, ce n'est pas une accusation. C'est un souvenir rapporté, une impression transmise. Un morceau d'information qui circule, mais la famille s'y accroche parce qu'il a une forme. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas une vide. C'est une interaction humaine, et une interaction humaine signifie une chaîne. S'il y a une chaîne, il y a des maillons. Si des maillons existent, on peut les toucher. Le problème, c'est que toucher un maillon ne suffit pas à prouver qu'il tire la chaîne. Alors ils avancent prudemment, ou plutôt ils essayent. Mais la prudence est difficile quand ta fille a disparu, quand tu n'as pas de corps. La prudence ressemble à une lux, ils posent des questions. Ils cherchent des noms, ils demandent qui a vu qui. À quelle heure, ils veulent des horaires. Des listes, des photos.
Ils veulent transformer une nuit de musique et de couloirs en chronologie. Ils découvrent que même une chronologie peut être un mirage. Les souvenirs se contredisent, les heureux se déplacent. Les jeunes ne se souviennent pas. Ils se souviennent trop tard. Et plus ils s'acharnent, plus une sensation grandit. La disparition a eu lieu dans un endroit où l'on pouvait, techniquement, contrôler beaucoup de choses, mais où l'on n'a pas forcément voulu contrôler au niveau d'une urgence absolue. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité humaine. Les systèmes touristiques sont conçus pour maintenir la fluidité, pas pour absorber une tragédie. Une tragédie les oblige à se regarder dans un miroir qu'ils n'aiment pas. C'est là que l'histoire commence à produire ces incohérences les plus corrosives. Pas des incohérences de film, pas des retournements spectaculaires, mais des frottements, des petits décalages, des pourquoi sans réponse. Pourquoi une disparition se ressent-elle si peu de traces exploitables? Pourquoi la version me s'impose-t-elle avec autant de facilité alors que l'on n'a pas vu la chute, que l'on n'a pas retrouvé de preuves tangibles? Pourquoi l'escale, cette fenêtre d'opportunité? N'a-t-elle pas été traitée comme une urgence absolue au niveau de chaque sortie, de chaque mouvement? Chaque pourquoi ne prouve rien, mais chaque pourquoi ouvre une pièce sombre dans la maison de l'histoire. Et dans une pièce sombre, tu entends mieux. Les premiers signalements postérieurs vrais, faux, impossibles à vérifier arrivent comme des éclairs. Ils ne s'installent pas. Ils frappent. Un homme aurait reconnu ami dans un environnement touristique. Un autre aurait entendu un prénom, aperçu un tatouage. Quoi un visage qui lui glace le sang. Certains racontent qu'ils n'ont pas parlé sur le moment parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Parce qu'ils ne voulaient pas se ridiculiser. Parce qu'ils se sont dit que ce n'était pas possible. Tu sais que qu'a fait à une famille. D'entendre je ne vous l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûr. Que te donne envie de hurler. Parce que, pour toi, une incertitude vaut mieux que rien, pour toi. Une incertitude peut être le dernier fil, mais tu ne peux pas blâmer entièrement ce qui s'est passé. Parce que le monde a éduqué les gens à croire que les histoires comiques sont rares, improbables. Presque trop, et quand quelque chose est trop. On les met de côté pour protéger sa propre normalité. Cette normalité. Les Bradley ne l'ont plus, alors ils apprennent à vivre dans une double réalité. La réalité publique. Ils l'ont répète probablement chute avec un ton fatigue. Et la réalité privée, où l'on écoute chaque rumeur comme on écoute un battement de cour à travers un mur. Là où les autres voyant du bruit, ils cherchant de la vie. Mais cette quête a un prix. Elle transforme la famille en enquêteuse de leur propre cauchemar. Ils doivent se familiariser avec les mécanismes du monde qu'ils n'avaient jamais voulu connaître, les délais, les juridictions, les procedures. Les rapports, ils découvrent que le temps officiel n'est pas le temps humain. Le temps officiel avance par étapes, par demandes, par réponses, le temps humain. Lui, Seigneur continue. Plus l'affaire avance, plus la chute devient une phrase qui ne suffit plus à calmer leur esprit. Parce que la chute, même possible, ne répond pas à l'intuition la plus simple. Ami n'avait pas quitté la cabine comme quelqu'un qui part. Elle avait quitté la cabine comme quelqu'un qui revient, et quand quelqu'un revient, on imagine une suite, on imagine le matin, le petit déjeuner, les disputes légères, les souvenirs, on n'imagine pas le néant. Alors la famille se met à regarder plus loin que le navire, et c'est là que l'histoire devient vraiment dérangeante. Parce que sortir du navire, c'est entrer dans un monde où les prédations existent. Où des gens savent exploiter le désordre, où une escale touristique peut être un lieu de passage.
un lieu de transaction, un lieu où une personne isolée est vulnérable. Cette idée-là, beaucoup la rejettent parce qu'elle est trop sombre. Mais la famille, elle, n'a pas le droit de rejeter ce qui pourrait être vrai simplement parce que c'est sombre. Elle apprend une vérité brutale. Dans une disparition, l'imagination n'est pas une vice. C'est une nécessité. Parce que tu dois envisager des scénarios que tu détestes afin de ne pas rater celui qui sauve. Et voici la tension la plus cruelle. Plus tu envisages, plus tu souffres. Il arrive un moment où certaines informations, certains receipts, certains details deviennent si spécifiques qu'ils refusent de se dissoudre facilement. On parle de signes distinctifs, d'éléments physiques. Comme un tatouage, une caractéristique qu'on proche reconnaîtrait sans hésitation. On parle d'une femme vue dans un contexte inquiétant. Une femme qui aurait supplie ou laisse entendre qu'elle avait besoin d'aide. Ce genre de récit est impossible à porter. Parce qu'il est trop précis pour être ignoré. Et trop incertain pour être prouvé. Il te plante dans une position intenable. Si tu y crois, tu souffres. Si tu n'y crois pas, tu culpabilises. C'est exactement la mécanique d'un cauchemar évil. Tu n'es plus pas gagnant. La famille commence alors à vivre avec un mot qu'elle n'avait jamais voulu prononcer à propos d'amis. Captivité. Ce mot ne vient pas forcément d'une preuve, mais de la simple logique d'un scénario alternatif. Si ami n'est pas tombé et n'est pas parti volontairement, alors l'absence implique une contrainte. Et la contrainte implique un autre être humain. Et l'idée d'un autre être humain implique transformer le monde entier en scene possible. Cela veut dire que l'on ne cherche plus seulement dans des lieux, mais dans des intentions. Et les intentions, contrairement aux lieux, non pas de cartes, assistent. Le regard de la famille sur chaque nouveau signalement devient plus technique. Ils ne se contentent plus d'espérer. Ils s'évaluent, ils demandent. Quoi? Quand? Quel dit-elle exact? Comment la personne a-t-elle réagi? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé? Ils deviennent experts malgré eux. Ils apprennent à repérer les récits trop parfaits, les histoires trop romanesques.